Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous cet après-midi pour parler de 2025, du monde post-pandémie. Je suis aujourd'hui, on vous parle des bureaux d'Ipsos à Gentilly, avec un certain nombre d'intervenants qui sont avec moi aujourd'hui pour vous parler de ce scénario central et des alternatives sur lesquelles nous réfléchissons. Je suis Alexandre Guérin, le DG d'Ipsos en France. Je suis accompagné par certains de mes collègues, Yves Bardon du Knowledge Center d'Ipsos, de Yumna Ovasa d'Ipsos Stratégie 3 et de quelques-uns de nos collègues et autres intervenants qui participeront à la table ronde aujourd'hui. Tout d'abord Didier Truchot, fondateur et président-directeur général d'Ipsos, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc, et Grégoire Bors, directeur du laboratoire Lapsidé au CNRS. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2025. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de reprise en France. Il y a un peu plus d'un an, nous sommes entrés dans un monde étrange, comme en témoigne l'utilisation de mots qui nous paraissent dater d'un autre âge: pandémie, confinement, couvre-feu, restriction des libertés individuelles. Aujourd'hui, on voit que la situation s'améliore en France et dans le monde, mais on voit aussi que la crise de la Covid-19 a révélé une certaine vulnérabilité des disparités. Passage à un monde au contact, utilisation des technologies, mais aussi une forme d'inégalité, de stress et d'anxiété qui anime beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui. À l'heure où nous sommes focalisés en tant que dirigeants d'entreprise sur la réouverture de l'économie, une autre question se pose. Quelle trace va laisser cette pandémie sur le long terme ? Comment est-ce que cela va façonner nos comportements et même la société dans les années à venir ? Et que restera-t-il de tout ça dans 4 ans ? C'est l'horizon que nous nous sommes donné chez Ipsos pour essayer de comprendre à quoi va ressembler le monde en 2025. D'où Shaping 2025, une initiative du groupe Ipsos, fruit de la réflexion de nos études, bien évidemment, mais aussi de la réflexion avec un certain nombre d'experts en France comme à l'étranger. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter ce scénario central et avoir une discussion avec vous et avec nos intervenants pour parler du monde en 2025. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde, mais tout d'abord, nous allons passer la parole à Yves Bardon de l'Ipsos Knowledge Center pour vous présenter ce scénario central. Bonjour à tous. Merci Alexandre. Alors c'est très difficile de démarrer la présentation de ce scénario et je me suis longtemps demandé comment le faire, comment présenter les conséquences d'une crise alors que cette crise n'est pas terminée, voire même qu'elle reprend avec les variants que l'on connaît en Asie de l'Est. Alors je me suis dit, mais quand Didier a fondé Ipsos, on était en 1975. Et qu'est-ce qui se passait en 1975 ? Eh bien, c'était 2 ans après le premier choc pétrolier, donc 4 ans avant le deuxième. C'était le début de la guerre du Liban, c'était la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, c'était la chute de Saïgon, c'était l'abandon des accords de Bretton Woods, donc la première année de l'instabilité monétaire de la décennie. Et en Chine, il y a eu le typhon Nina qui a démoli 62 barrages et causé des milliers de morts. Et j'en oublie. Et je pense aussi au fond qui est derrière nous, c'était le lancement de la mission Apollo-Soyouz entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique à l'époque, exactement comme aujourd'hui, nous avons l'équipage de la Station spatiale internationale. Et depuis 1975, combien de fois avons-nous entendu le mot crise ? On est même allé chercher l'idéogramme Weiji en Chine pour démontrer, notamment en 2008-2009, qu'une crise, c'était une opportunité, que c'était à la fois un risque et une chance. Et crise, ça vient du grec krinen. Et krinen, c'est un verbe intéressant, c'est le verbe de la décision, c'est le verbe de la tension entre ce à quoi l'on renonce et ce qui va se transformer et ce que l'on désire. Donc la question qui se pose avec Shaping 2025, c'est qu'est-ce qu'on désire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va accepter ? Qu'est-ce qu'on va faire de gré ou de force ? Et c'est parce que la crise de la Covid-19 n'est pas une crise comme les autres que Ipsos a décidé d'exprimer son point de vue sur l'avenir. C'est ce que nous avons voulu partager avec vous avec Shaping 25. Alors, qu'est-ce que Shaping 2025 ? Il faut d'abord commencer en expliquant, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est un scénario central qu'on a appelé « Retour aux choses familières » et qui est susceptible de 3 mutations en fonction de différents phénomènes qui sont susceptibles de l'influencer. Transformation, locale et division. Alors j'expliquerai tout à l'heure plus clairement de quoi on parle, mais
Fondamentalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ce scénario central qui est en mesure de muter en fonction de différents types de phénomènes susceptibles de se produire. Donc Shaping 25, très rapidement, c'est d'abord comprendre ce qui s'est passé depuis 2020, identifier ce que la Covid a révélé, accéléré et amplifié, et c'est anticiper la société de demain. Qu'est-ce que la Covid a révélé, pour commencer ? Cette image est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est un Antonov, c'est le cargo le plus important, le plus gros du monde. Il a été fabriqué en Ukraine. À l'intérieur, c'est du matériel sanitaire chinois qui arrive en France à l'initiative d'entreprises privées. Donc ça a démontré l'impréparation, ça a démontré la vulnérabilité. Et ce qui est extraordinaire à l'occasion de la panne de tous les systèmes d'accès aux urgences il y a quelques jours, c'est que ce sont les deux mêmes mots qui sont revenus dans les médias français, alors qu'à l'époque, c'était la réflexion qu'on avait à l'échelle internationale, impréparation et vulnérabilité. On le voit avec cet avion, ça a révélé aussi toutes les interactions, toutes les interdépendances, toutes les dépendances. Ça a révélé aussi les réalités, l'état d'un pays, pas de vaccin, pas de masque, un système hospitalier problématique, pas assez de lits de réanimation, etc. Ça a révélé aussi un système d'injonction contradictoire, puisque d'un jour, les masques ne servaient à rien, le lendemain, ils étaient obligatoires sous peine d'amende. Donc, cela, et on y reviendra, je pense, dans le débat, permettra aussi de voir où en est l'opinion par rapport au discours des autorités. Ce que ça a accéléré la société digitale. Ça a accéléré la société digitale dans tous les domaines. Téléenseignement, e-commerce, drive, home office, télémédecine. Ça a accéléré aussi la robotisation. On a vu des machines aider les humains en Chine, notamment avec des robots qui apportaient de la nourriture, qui prenaient la température, de manière à décharger les infirmières pour qu'ils se concentrent exclusivement sur leurs tâches médicales. Ça a aussi amplifié et accéléré les inégalités et les polarisations sociales et économiques. On voit bien que les gens qui ont passé les confinements dans une résidence secondaire ou dans un petit appartement parisien, qui sont locataires ou propriétaires, qui sont aidés ou pas, n'ont pas du tout vécu les mêmes expériences. Et puis, ça a aussi accéléré une question, qu'est-ce qui restera de la vie privée à partir du moment où on est dans ce système QR code, passeport sanitaire, etc., etc. Donc la question, effectivement, c'est qu'est-ce qui va rester de tout cela dans 4 ans ? Notre approche, elle a fonctionné sur la base de brainstorming interne, avec une centaine de collaborateurs d'Ipsos dans le monde. Nous avons fait appel à de nombreux experts de différents horizons, par exemple en France à Patrick Artus, économiste bien connu. Et puis, nous avons aussi intégré des points de vue différents parce que tous les pays n'ont pas géré la crise de la même manière et ne sont pas dans la même dynamique. Notre approche, c'est des constats partagés. Premier constat, quelle que puisse être une crise, pandémie, guerre, catastrophe, etc., il y a une tendance humaine qui est l'amélioration constante de l'aisance matérielle, la recherche du bien-être et du profit personnel. Deuxième constat, c'est l'aversion à l'inconnu, la tendance à la dénégation. Et troisième constat, heureusement si on peut dire, cette Covid est infiniment moins dévastatrice que des pandémies précédentes, que ce soit la peste noire, la grippe espagnole et ses 50 millions de victimes. Donc ce scénario central, qu'est-ce que c'est ? Compte tenu du temps dont on dispose, on a essayé de chercher les mots-clés qui le composent. D'abord, c'est la priorité absolue qui est donnée à la reprise et à la croissance économique. C'est ça qui est absolument déterminant dans ce scénario. Donc le monde a l'impression d'être restabilisé, la reprise est progressive, ce n'est pas un rebond instantané, mais c'est ce que Alexandre évoquait, les choses rentrent progressivement dans un certain ordre. C'est l'implémentation et des innovations des technologies, de tout ce qui a été amplifié et accéléré pendant la séquence de la crise, c'est des investissements dans la transformation numérique, des technologies collaboratives, l'énergie verte. En même temps, ce qui reste, c'est ce trauma dont on parlera, c'est la tension entre optimisme et anxiété, le désir de sécurité et le désir de liberté, avec aussi des éléments importants, c'est des conflits de valeurs entre les générations, les plus anciens étant plus préoccupés de leur propre confort et les plus jeunes étant beaucoup plus sensibles aux problématiques écologiques. On voit que le progrès social est assez au point mort et que l'urgence climatique reste incontrôlée. Donc le grand absent du scénario central, c'est le mot anticipation. C'est un monde où il y a des gagnants et des perdants, et finalement c'est un monde qui est assez fragile parce qu'il n'a pas anticipé, il a peu d'armes face à d'autres crises sociales, climatiques ou autres qui sont susceptibles d'affecter nos sociétés. Donc cette stabilité, elle est apparente. Et c'est précisément parce que cette stabilité est apparente que ce scénario n'est pas aussi solide qu'il donne l'impression de l'être, qu'il peut y avoir
les mutations que j'évoquais tout à l'heure. La première d'entre elles, on l'a appelée transformation. Et transformation met au cœur de sa mutation la volonté d'anticiper tout ce qui est prévu et tout ce qui est prévisible. Alors, ce qui est prévu, on le connaît déjà, urgence climatique, migration, vieillissement de la population, transformation du travail, aggravation des disparités, nouveaux concepts économiques, etc. Et d'ores et déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des éléments de cette mutation qui sont possibles avec la notion de prévention et de contrôle. On parle beaucoup de médecine préventive, on parle de sécurité préventive, on a des lois sur l'état d'urgence, on a des principes sanitaires de contrôle, on voit que les gens sont plus soucieux de leur alimentation, ils mangent plus de fruits de saison, ils font du vélo, ils veulent faire du sport. On voit par exemple la reprise, les gens attendent avec impatience la réouverture des salles de fitness. En même temps, cette transformation, elle n'est pas forcément volontaire. Parfois, et on l'a vu dans l'histoire, ces transformations s'accompagnent de violences, ce sont des changements subis, ce sont des changements difficiles. Je prends 3 exemples, la réforme des retraites, la réforme des transports, l'interdiction de l'entrée à Paris ou dans la région parisienne de véhicules de plus de 15 ans diesel. Tout ça, ce sont des transformations réelles, mais qui ne sont pas forcément vécues agréablement par le public. Donc ça, c'est la première des mutations possibles, transformation. La seconde, c'est rétraction. Là, on est dans une situation économique compliquée, au ralenti, menaçante. Les gens ne voyagent plus ou quasiment plus. Ils sont dans une situation d'économie, d'épargne. Alors, l'avantage dans ce scénario, c'est l'investissement sur le local, c'est la focalisation sur la production, éventuellement la réindustrialisation. Mais en même temps, c'est le repli sur l'origine, les frontières et des tensions entre le réconfort qu'on peut aller chercher au sein de sa propre communauté et puis ce qui se passe à l'international, c'est une tension entre autarcie et puis ces connexions mondiales qui restent évidemment indispensables. Et puis autre tension, c'est entre la jeunesse, là encore, et puis un certain statisme social. Comment on sort de cela? Avec une reprise économique rapide et partagée. Dernière mutation possible, on est là un peu dans une dystopie, on entre dans des phénomènes extrêmes. Les économies sont toujours en crise, mais surtout, il y a des phénomènes climatiques catastrophiques avec pénurie, famine, maladies infectieuses. Alors, les plus riches s'en sortent, mais ferment tout. Et là encore, les valeurs des générations sont en opposition. Pour sortir de ça, la solution qu'on a trouvée, c'est une nouvelle approche mondiale susceptible de recréer du lien. Donc voilà le scénario central, les 3 mutations possibles. Et c'est là-dessus que je conclurai, c'est-à-dire que ce qu'on vous a présenté là, c'est une image, hein, c'est la big picture, comme on dit. L'idée maintenant, c'est de voir comment on resserre la focale sur un pays, une activité, une entreprise, un marché, une marque, un secteur, etc., etc. Et comment, très concrètement, on se sert de ce scénario central pour accompagner vos stratégies, développer des lancements et innover. Et c'est cela que Yumna va vous présenter maintenant. Bonjour. Effectivement, la question clé qui se pose, c'est comment on passe d'une approche générale à votre entreprise en particulier. En fait, chez Ipsos, on a très régulièrement des projets de prospective stratégique. On a accompagné de nombreux comités de direction dans des travaux de prospective stratégique dans lesquels on a travaillé sur des exercices de scénario planning. Donc le cas s'applique exactement à notre cas ici et généralement, il y a 3 questions. C'est comment on fait, déjà concrètement, pour passer du général au particulier. Pourquoi on le fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va apporter? Sous quels angles on doit le travailler? Et enfin, comment on suit ça dans le temps? Donc, je vais vous commenter un peu ces 3 points. Alors, première approche, c'est comment on fait. En général, on fait ça en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord de travailler sur votre secteur d'activité. Parce qu'évidemment, on ne va pas rester sur un scénario central général. Ce qui est important, c'est de recadrer et de recentrer les choses sur votre secteur ou le secteur qui vous importe. Donc, l'adaptation sectorielle, c'est la première étape, où il faut prendre en compte tous les leviers de votre écosystème, les tendances, les acteurs, la concurrence, la réglementation, etc. Par exemple, Yves a mentionné un point, c'est le désir de sécurité. Si vous êtes dans l'alimentaire ou si vous êtes dans l'assurance, le désir de sécurité des consommateurs ou de vos clients ne va pas se manifester de la même manière. Donc effectivement, on va se dire que la réglementation va être importante, mais la sécurité dans l'alimentaire, ça va être peut-être la traçabilité, les labels, le désir de transparence, ça peut être des nouvelles offres, etc.
Dans les assurances, ça va peut-être être plutôt ce que couvrent les contrats, les types de garanties, ce genre de choses. Donc, première étape, c'est vraiment le fait de remettre les choses à l'échelle de votre secteur d'activité, de ce que ça veut dire concrètement pour vous. Ensuite, il faut quantifier et qualifier. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder toutes les données, et ça va être autant des données quantitatives que qualitatives. Évidemment, les données quantitatives sont importantes et c'est ce qui crée le socle. Et là-dessus, on va pouvoir se reposer à la fois sur des données que vous nous fournissez. On travaille souvent avec les données de nos clients, des données de vente, de parts de marché ou autres, et d'autres données, d'études, de rapports publics, d'analyses, etc. Le quali est important aussi parce que les tendances vraiment émergentes, on ne les voit pas encore dans les chiffres, ou en tout cas pas à l'échelle parfois nationale ou internationale. Donc on va aussi aller creuser des études qualitatives, des produits ou des marques émergentes à travers de nouveaux produits qui émergent, des interviews d'experts. Et c'est un peu l'ensemble de ces éléments qui va permettre de vraiment consolider et montrer sur quoi repose ce scénario pour votre secteur. Et ce n'est qu'en troisième étape que le vrai travail de prospective stratégique commence et qui est le fait de faire des hypothèses concrètes pour votre entreprise en particulier. Et en général, cette étape, elle est collaborative. On la fait conjointement avec vous. Alors, soit il y a un groupe de projet qui travaille sur la stratégie, qui la pilote, soit parfois il y a des groupes de travail qui vont être thématiques selon les sujets. Donc ça, c'est à définir. Souvent, nos clients aiment bien avoir notre avis. Donc, il nous est arrivé des fois de travailler en chambre pour pouvoir revenir avec quelque part une vision stratégique de ce que pourrait être l'entreprise demain, dans 3 ans, dans 5 ans, par rapport au scénario, et ensuite de confronter ça avec la vision interne. Donc ça va être au cas par cas. Mais typiquement, on va essayer de se centrer sur des sujets très concrets qui sont « et si ». Et si ce scénario demain se mettait en place, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opportunités? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de défis ou de challenges? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Est-ce que ça nous donne l'idée d'initier de nouveaux projets? Ce qui amène en fait à la deuxième question que j'avais soulevée au départ, qui est pourquoi on fait cet exercice et qu'est-ce que ça apporte le fait de se projeter sur des scénarios. Et effectivement, il y a plusieurs angles d'attaque, mais je dirais que le point principal, c'est de reprendre un peu le contrôle sur l'avenir. C'est-à-dire quand on est dans une situation comme le Covid ou autre qui bouleverse en fait beaucoup de choses, on a souvent des impressions que finalement on ne maîtrise pas tout à fait ce qui va arriver et qu'on ne peut pas vraiment anticiper le futur dans le sens où on ne prédit pas le futur. On ne fait pas l'exercice pour prédire le futur. Par contre, on peut tout à fait faire des hypothèses d'accélération ou de décélération de tendance. Et effectivement, on n'aurait pas pu prédire le Covid, mais la digitalisation est quelque chose qui existait. Et on voit bien que le Covid accélère énormément la digitalisation. Faire des hypothèses sur quel niveau d'accélération et comment ça peut impacter mon secteur ou autre aurait très bien pu être fait et aurait peut-être préparé certaines entreprises de manière différente. Donc les angles d'attaque, le premier, c'est effectivement une vue extérieure d'une adaptation ou une interprétation un peu différente de tendances existantes, mais qu'on va vous apporter et que vous n'auriez pas faites de l'interne, parce que toutes les entreprises ont à un moment ou à un autre des œillères, parce qu'elles sont obligées de travailler avec leur vision, leur plan, leur manière d'être, et parfois, il peut y avoir des angles morts, des hypothèses qu'elles ne vont pas considérer comme étant importantes, et cet exercice-là va permettre de confronter finalement une vision stratégique interne avec une vision stratégique externe du marché des consommateurs. Et c'est ce qui permet de faire parfois des hypothèses plus spécifiques qui peuvent être autant liées au marché qu'à l'entreprise. Typiquement, j'ai parlé de la digitalisation. On peut aussi imaginer, on a fait un exercice récemment dans le secteur de l'alimentaire. Dans le secteur de l'alimentaire, la sécurité alimentaire et la régulation autour du bio, etc., introduisent beaucoup de contraintes pour les entreprises. À un moment donné, au lieu de subir ces contraintes-là quand elles arrivent et de se dire tiens, il faut que j'adapte ma production, mes critères de fabrication et autres, le fait de se projeter sur une accélération, une aggravation de ce genre de choses, de la sécurité ou autre, peut permettre à une entreprise de dire finalement, peut-être que j'ai intérêt à devenir un acteur de l'écosystème, à faire du lobbying, à avoir une posture différente, même si aujourd'hui, ce n'est pas dans mon ADN et je considère que ce n'est pas à moi de le faire. Donc ça permet d'introduire effectivement des hypothèses et des questions et surtout de se dire finalement le futur c'est aussi ce que nous on fait et donc moi en tant qu'entreprise est-ce que ce scénario est intéressant pour moi ou comment il serait intéressant pour moi et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ça le soit. Et dernier angle bien entendu c'est l'innovation. Effectivement ça permet d'inspirer des pistes et des angles d'attaque différents pour l'innovation.
Alors, c'est pertinent de le faire une fois, c'est aussi pertinent de le suivre dans le temps. Les indicateurs vont être forcément spécifiques au secteur d'activité et à l'entreprise, et souvent, ils émergent de l'exercice appliqué lui-même. Donc ici, de manière générale, pour l'instant, on peut se dire que quelques indicateurs macro qui peuvent être intéressants à suivre, ça va être effectivement les chiffres de croissance ou de crise, en fonction des entreprises, en fonction des secteurs, en fonction des pays. L'évolution des inégalités. Le degré de coopération dans les relations internationales, est-ce qu'on est plutôt dans de l'ouverture? Est-ce que les entreprises ou est-ce que les consommateurs vont être intéressés par des marques internationales, l'ouverture, etc. Ou est-ce qu'il va y avoir un repli nationaliste avec tout l'impact que ça peut avoir sur des secteurs où ça va être plutôt le made in France, le made in local, les PME qui vont être plutôt favorisés. La cohésion sociale, le changement climatique. Ici, on a mis quelques hypothèses, mais effectivement, ce sont des choses qui vont être affinées et qui seront affinées au cas par cas. Pour résumer, ce qui est intéressant à retenir pour l'exercice, c'est que le travail du scénario planning et de ce scénario en particulier, ces mutations, aide à se projeter dans des situations de rupture et ça permet de considérer des idées, des événements extrêmes que les entreprises ne considèrent pas dans leur vie de tous les jours, mais qui permettent de prendre des angles différents, de faire des hypothèses qui pourraient être quelque chose qui apporte de la valeur dans les années à venir et surtout, au-delà de projections chiffrées, de permettre un exercice d'innovation et de créativité qui commence par le fait de regarder les choses sous un autre angle. Et maintenant, place au débat. Merci Yumna, merci Yves. Alors j'en profite déjà avant qu'on rentre dans la table ronde, donc avec Michel-Édouard Leclerc, avec Didier Truchot, avec Grégoire Borst. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je les ai accès sur ma tablette. On essaiera, dans le temps qui nous reste imparti, qui est à peu près 1 heure, d'y répondre. Alors première question, et je me tourne vers vous, Michel-Édouard Leclerc. Donc ces scénarios, un scénario central qui est un scénario avec une relative stabilité, un retour à un monde un petit peu familier qu'on connaît déjà, avec des alternatives possibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous y croyez? Oui, alors d'abord, il y a un élément assez fondamental dans votre scénario, c'est la mise en valeur, ce qui ressort, c'est un sentiment d'insécurité. Je ne dirais pas que l'insécurité va devenir familière, mais au fond, dans le mélange des genres, entre pression sur le climat, pression géopolitique, pression de la crise, pression du digital, il se produit un sentiment de non-maîtrise, qu'on soit consommateur, entrepreneur, patron de PME. Très peu sont capables d'assumer l'ampleur des adaptations profilées par ce scénario. Et donc je trouve que votre scénario, il est crédible. Jamais la société occidentale n'a autant vécu dans l'insécurité. Il y a un élément qui ne ressort pas de votre scénario, qui est un élément plus politique, c'est le retour de l'État. Il y a une offre d'intervention de l'État. Alors chez nous, en France, ça se voit très bien, puisqu'il intervient à la fois sur le plan social, éviter les faillites, retarder les trous dans les plans de trésorerie, et bien sûr accompagner le plan de relance. Je dirais que les Français ne le voyaient pas trop et le débat public n'entrait pas trop dans le côté positif de ce plan de relance jusqu'à ce que Joe Biden en crée un pour les États-Unis. Là, il y a un effet d'entraînement qui fait que, du coup, ceux qui ne le voyaient pas demandent maintenant son doublement. Enfin, Mais ouais, je pense que ça dit la même chose. Ça dit que dans cette insécurité, on attend beaucoup de l'État et on va attendre beaucoup de l'État. Mais ça veut dire aussi que nous, Français, notamment, mais je pense que c'est pareil en Italie, en Allemagne, on va être beaucoup dans l'expectative. Alors, est-ce que c'est ça que vous appelez aussi le retour à une sorte de forme de train-train? Ou est-ce que cette expectation, cette attente va paralyser le pays? Ça, c'est vraiment une question d'ailleurs d'ordre politique. Pour ma part, parce que je suis sensible au fait, je suis là avec vous, d'abord on est générationnels tous les deux. Je suis rentré dans les centres Leclerc en 79, donc tu vois, c'est à peu près le même plan. Moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais au Turbin. Voilà. Mais non, t'es un petit jeune. Et vous voyez, c'est autant dans les années 70, on était entraîné par cette perspective mondiale, par le rayonnement de la France, le rayonnement culturel.
Et aujourd'hui, là, on est dans une situation, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire dans nos entreprises, qu'est-ce que les jeunes derrière nous vont faire. Et je pense qu'il y a face à cette insécurité, il y a un désir de positivité, il y a un désir de volontarisme. On ne sait pas si c'est crédible, mais je pense qu'il y a un espace vide. Il y a un espace vide. Or, l'État, les entreprises sont interpellées sur leur capacité à répondre, si ce n'est à ces demandes sociales, à cette crise sociale. Je sens aujourd'hui sur nos épaules un poids, une responsabilité. On ne va pas pouvoir se mettre à hurler avec les loups. On ne va pas pouvoir uniquement, syndicats patronaux, syndicats socioprofessionnels, on ne va pas simplement devoir quémander de l'aide à l'État. Il va falloir qu'on apporte des réponses. Et nos clients, comme nos salariés, ont besoin, c'est comme ça que je l'imagine, et en tout cas il y a un intérêt à agir, à nous voir dans l'action en réponse à ces grands vides, à ces mutations. Très bien, merci. On parlera tout un petit peu tout à l'heure des gagnants, des perdants, des rôles des différentes parties prenantes. Didier Truchot, votre avis sur ce scénario, sur les alternatives possibles? Très bien. Moi, je vais parler des gagnants et des perdants. Je dis ça parce que ça rejoint tout à fait ce que dit Michel-Édouard, en l'exprimant un peu différent, mais ça revient exactement à ça. Si on considère qui a perdu ou qui perd, les pauvres, les femmes, les États faibles et, disons, les entreprises qui sont ou qui étaient en retard d'évolution digitale, technologique et sociétale. Donc, par exemple, les constructeurs automobiles, parce que ça fait longtemps qu'ils auraient dû faire des choses qu'ils sont en train de se précipiter à faire aujourd'hui, mais ils pensaient qu'ils avaient le temps et en réalité, ils n'avaient pas vraiment le temps. Bon, donc, voilà. Et qui a gagné? A gagné évidemment les riches, mais enfin, ils gagnent souvent. Et puis les États forts, et c'est là où je voulais en venir. Parce que, alors aussi la science, parce que ça a démontré quand même une immense capacité à faire, et le secteur de la santé, puisque ça va être évidemment nécessaire d'investir davantage, ce serait socialement totalement rejeté de ne pas donner plus d'argent au secteur de la santé. Mais le secteur de la santé, c'est aussi le secteur de la santé publique, et donc ça revient à l'histoire des États et des États forts. En fait, comme la société est et va être sans doute, du point de vue des groupes sociaux, des individus, plus divisée qu'elle ne l'a jamais été, il faut bien qu'il y ait quelque part un arbitre, il faut bien qu'il y ait quelque part quelqu'un qui mette de l'ordre, ou qui remette de l'ordre, et qui remette aussi un minimum, disons, d'équité, etc., etc. Et ça ne peut être, enfin en tout cas on le voit là, que les États. Donc effectivement, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce que les États qui ont été contestés, discutés, parce que ça coûte cher, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est bien géré, etc., comment est-ce que les États vont se réapproprier de la légitimité à faire, en sachant qu'ils ont quand même, dans l'urgence, commencé à faire. Et je voudrais juste dire un truc. On va quitter la France une seconde et aller en Italie. L'Italie est un État l'Italie est un pays qui est supposé avoir un État faible. En fait, l'Italie a choisi comme président du Conseil quelqu'un qui n'est pas faible, qui est Mario Draghi. Et la première chose qu'a fait Mario Draghi quand il est arrivé dans son job, il a pris un général qui est très connu dans les milieux militaires, ce que nous fréquentons tous, évidemment, dans les milieux de l'OTAN, parce que c'est le meilleur logisticien de l'OTAN. C'est un Italien, bon, c'est comme les footballeurs, de temps en temps, il y a des footballeurs italiens. Et donc cet Italien, il est devenu le patron de la logistique de la vaccination en Italie, et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'Italiens vaccinés que de Français vaccinés. Alors que, en fait, nous avons les mêmes doses, les mêmes moyens. Il n'y a pas de différence dans l'accès aux vaccins entre l'Italie et la France, mais il y a 3-4 millions d'Italiens de plus de vaccinés que de Français vaccinés. Donc, autrement dit, moi, je me suis fait, par exemple, vacciner vendredi, et j'ai eu de la chance parce que la pharmacienne qui m'a vacciné, elle avait un flacon, mais en fait, elle ne l'avait pas, parce que le flacon n'est pas arrivé.
Sauf que, comme elle connaissait des gens, etc., elle a réussi à se procurer un flacon à l'italienne et à vacciner les 10 personnes qui étaient supposées se faire vacciner chez elle ce jour-là. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que, évidemment, que la fonction dont l'État va travailler, va agir, etc., va être absolument essentielle. Parce que si les États ne se renforcent pas, si les États restent faibles, à ce moment-là, la société risque d'éclater. Grégoire Borst, le scénario central. Le scénario central, il est intéressant à plusieurs points. Moi, je vais le prendre avec une perspective qui est la perspective de psychologue et de neuroscientifique. Donc, je vais essayer de réfléchir à un niveau individuel et au niveau du cerveau. Ce qu'on sait dans les maladies psychiatriques, par exemple, ou dans d'autres domaines, c'est que des toutes petites différences qu'on observe aujourd'hui peuvent donner des facteurs d'amplification énormes et transformer profondément les trajectoires. Donc, quand on regarde aujourd'hui l'état dans lequel on est, on peut se dire qu'effectivement, ce qui est le plus probable, c'est la régression vers la moyenne. On a eu un moment un peu bizarre et puis tout va revenir comme c'était avant. Néanmoins, on n'a jamais vécu une époque avec une dissonance cognitive aussi forte dans laquelle on a placé la population. C'est-à-dire que les masques, c'est symptomatique de ça. C'est-à-dire dire à des gens, vous n'avez pas besoin de masque, puis 3 mois après leur dire, vous avez besoin de masque, c'est un impératif de le porter. Ça crée une situation de dissonance cognitive extrêmement forte chez les gens. Donc en fait, ils changent leur cognition. Donc ils passent leur temps à changer un peu leur positionnement, d'où les sentiments qui peuvent naître ensuite d'insécurité, parce que si vous mettez les gens dans des situations de stress chronique permanente, ça a des effets extrêmement puissants sur la façon dont ils perçoivent le monde, de façon subjective. C'est-à-dire que c'est bien ça le problème. On voit bien qu'il y a une décorrélation de plus en plus forte entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle. Je voyais pour preuve ce qu'on a vu sur les policiers qui se sentent légitimement dans un sentiment d'insécurité. Si on regarde le nombre de policiers qui meurent aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans, il y en a 2,5 fois moins. Donc il y a bien un delta là qui est problématique à gérer pour l'État, mais pour la société de façon générale. Et on est aussi dans un monde où finalement l'État a eu comme réponse à la crise l'idée du nudge, finalement. L'idée de je vais prendre des petits ajustements comportementaux, je vais jouer sur les biais des gens pour les amener à se conformer à ce que je pense être la norme sociale. Sauf que jouer sur les biais, ça se paye toujours à long terme. Ça se payera à un moment ou à un autre. Si vous renforcez les gens dans des systèmes finalement de biais de pensée, de biais émotionnels, de réactivité émotionnelle forte, vous créez finalement la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui est la société du fait divers. C'est-à-dire le fait divers devient finalement l'analyse générale de l'évolution de la société. Et je pense que ça, c'est effectivement, je ne sais pas si on y viendra peut-être à business as usual, possiblement. Néanmoins, je remarque simplement que des toutes petites différences qu'on peut observer, notamment dans les maladies psychiatriques, on va avoir un peu de variabilité génétique, un petit environnement social à la naissance qui pourra potentiellement faire qu'à l'adolescence, tout d'un coup, certains rentreront dans une maladie psychiatrique et d'autres non. Et je dis juste que peut-être qu'en 2025, on ne le verra pas, mais peut-être qu'en 2030, tout d'un coup, il y a des changements qui vont s'opérer. Et puis, c'est ce qu'on disait tous un peu là, c'est-à-dire que, en fait, le vrai impact de cette crise, c'est l'explosion des inégalités. Et ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on le voit bien. C'est-à-dire que sur la crise, par exemple, de l'éducation, les écoles ont fermé. Oui, il y a des pertes d'apprentissage chez tout le monde, mais les pertes d'apprentissage, elles sont massives chez les enfants qui viennent de milieux défavorisés. Donc il y a aussi ça comme enjeu. C'est d'un point de vue... Alors moi, je suis développementaliste. Je me demande toujours qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 à 10 ans. Ben, pour ces enfants-là, qui deviendront ceux qui rentreront dans le milieu du travail, ceux qui structureront finalement la société d'ici 10 ans, comment ils auront finalement vécu les répercussions de cette crise. Et pour l'instant, ça reste ambigu. Oui, tout à fait. Il y a clairement un effet inégalitaire. Juste pour revenir sur l'aspect psychologique, cette crise qu'on a vécue, qui a créé du stress, qui a créé de l'anxiété, qui était chronique, c'est un trauma. C'est quelque chose qui va avoir des effets à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que psychologue ? C'est un trauma, mais encore une fois, ce n'est pas un trauma qui est généralisé. Et c'est toute la difficulté qu'on a pour lire cette crise, c'est ça sera un trauma pour ceux dont on a parlé, ceux qui ont vécu dans un tout petit appartement en banlieue parisienne, sans la possibilité de pouvoir sortir et qui se retrouvaient dans des stress chroniques vis-à-vis de leur situation professionnelle. Alors même si l'État a joué son rôle en France, mais on voit bien qu'aux États-Unis, il n'a pas forcément joué le même rôle. Et on voit que chez ces gens-là, il y a un risque de basculement qui est plus fort. Donc, du stress chronique qui va auquel on est surexposé. Et on sait que notamment chez les cerveaux jeunes, alors un cerveau jeune, c'est en dessous de 22 ans, donc, et il reste néanmoins plastique après. Mais on sait que chez ces cerveaux jeunes,
on a potentiellement des gens qui sont rentrés dans des maladies psychiatriques qui ne seraient pas rentrés dans ces maladies psychiatriques s'ils n'avaient pas été exposés à ce trauma-là. Et donc il y a un trauma psychologique, il y a un trauma cognitif, c'est celui dont je parlais, c'est-à-dire le fait d'être en permanence dans nos systèmes d'automatisme de pensée, c'est sur le long terme une potentialité finalement de faire naître des sociétés de plus en plus irrationnelles, avec des choix politiques, des choix sociétaux qui vont s'organiser plutôt autour de réactivités émotionnelles fortes, plutôt qu'une rationalité auquel on aimerait que nos sociétés en appellent. Et puis, évidemment, un trauma social. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on amplifie les inégalités, notamment les inégalités sociales, la société se structure aussi, comme le disait très bien Didier, en classes qui vont potentiellement, d'ici quelques années, se retourner les unes contre les autres. Est-ce que, si je puis me permettre, Bien sûr. on est d'accord qu'il y a des perdants et que ce traumatisme touche particulièrement les personnes qui sont directement affectées, soit sur le plan sanitaire, soit sur le plan économique par la crise. Mais il y a un phénomène général, je trouve, qu'on ressent très fortement depuis l'observatoire de nos magasins, de ces réseaux. Puis nous échangeons beaucoup entre enseignes de distribution, c'est d'ailleurs nouveau, on se parle beaucoup. En fait, il y a une sorte de désillusion. Je parle de la France, là. Il y a une sorte de désillusion parce qu'au fond, s'est installée l'idée que toute parole se vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'à toute couleur blanche s'oppose une couleur noire. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on voit dans les médias, et notamment les médias en boucle, on voit que chaque matin, un choix est fait pour ou contre la vaccination, pour ou contre le pass vaccinatoire. Toute parole se vaut, puisque de toute façon, elle est mise face à face, il n'y a pas de pondération, il n'y a plus... le rôle du journaliste aujourd'hui devient un battleur qui fait le spectacle. Mais je ne voudrais pas simplement me focaliser sur la télévision en boucle. Le débat public, il est là, il est binaire. Et au fond, vu de Concarneau, vu de Pau, de Parthenay dans les Deux-Sèvres, la parole de l'État, la parole publique, la parole politique, mais même, et ça nous intéresse, la parole de l'entreprise, la publicité, la capacité de l'entreprise de répondre à ces problèmes d'inégalité ou de croissance ou de pouvoir d'achat, elle laisse place à un énorme scepticisme. Et je dirais que d'ici là, cette année, c'est même avant 2025, si les entreprises ne répondent pas, bien sûr l'État aussi, mais si les entreprises ne répondent pas aux citoyens qui sont leurs clients, je ne dis pas à leurs clients simplement, aux citoyens qui sont leurs clients, et ne mettent pas leur force, leur volontarisme au service du pouvoir d'achat, au service des nouvelles offres, au service finalement d'un futur positif, je pense que la société va décrocher. On parlait du déclassement de certaines population, de certains professionnels par rapport à l'évolution du digital, à la rapidité avec laquelle le digital s'est imposé. Mais là, c'est la société elle-même qui se sent déclassée. Parce que vous vous rendez compte, il n'y a aucune parole positive. Or, pourtant, tu l'as dit, on a sorti un vaccin en 1 an et demi. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps c'était dans les seringues, mais vous voyez ce que je veux dire. Les États ont laissé leur querelle sur la dette et tous les États du monde, enfin les grands pays riches, se sont mis à s'endetter pour relancer. Tous ces facteurs, l'industrie automobile, elle envoie à la casse, alors vous direz c'est nos bagnoles qu'elle envoie à la casse, mais ils repartent sur des nouveaux modèles. Le transport aérien, certes on a compris que le tourisme était pour longtemps en crise, mais on repart sur des nouveaux modèles d'avions, on parle d'hydrogène. Et en fait, on pourrait aussi voir émerger des Tesla qui nous sont proches, mais on ne le voit pas, parce qu'on n'y croit pas vraiment. Et donc, dans le scénario central, le risque, c'est que la désillusion cultive un certain cynisme et qu'il cautionne de ne pas faire. Mais comme j'imagine que vous nous avez invités chez Ipsos pour conseiller les entreprises, eh bien, je dirais qu'il faut prendre le pied à l'inverse, le contre-pied, et essayer, dans cette absence d'attente, de créer des raisons, non pas d'y croire, mais de s'accrocher. Didier ? Oui, alors je vais dire ce que je pense, c'est-à-dire c'est pas nécessairement très très positif. Et je vais me tourner vers vous d'ailleurs 2 secondes. En fait, dans les situations traumatiques, et notamment dans lesquelles les sociétés sont traumatisées, je pense quand même qu'il y a un traumatisme sociétal, pas social mais sociétal.
il n'y a pas d'exemple où ça s'est bien terminé avant. Il n'y a pas d'exemple où ça s'est mieux passé avant que ça se passe plus mal. Donc ça a commencé par se passer plus mal avant que ça se passe mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi ? Parce que, en fait, le corps social, il a besoin à un certain moment d'exprimer sa colère, son anxiété, son désarroi, sa crainte qu'il n'y ait pas d'avenir, etc., etc. Donc il y a des choses très puissantes, en fait, qui... nous, enfin tous, on est une espèce qui vit beaucoup quand même d'une certaine forme d'évolution, de progrès, du fait que, voilà, que les choses vont aller mieux pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes, parce qu'on va parler des enquêtes 2 minutes, la plupart des gens ne pensent pas que la vie de leurs enfants sera meilleure que leur vie, ce qui est un vrai sujet. Parce que ça casse avec quelque chose qui a été une espérance, mais aussi une réalité pendant très longtemps. Donc, on risque de se retrouver... Je dis ça parce que tu dis les entreprises. Alors, c'est vrai que les entreprises peuvent en faire plus, mais les entreprises ne peuvent pas tout faire. Les entreprises, elles n'ont pas l'autorité, la légitimité, etc., pour réguler la société. Elles sont partie prenante de la société, elles peuvent bien se comporter, voire mieux se comporter. Elles peuvent même faire évoluer la société, comme comme ta famille a su le faire en son temps. Mais des Leclerc, il n'y en a pas non plus tous les matins. C'est pas le fondateur d'Ipsos qui doit dire ça. Moi, j'ai beaucoup de respect. Tu dois mettre ton punch pour que les entreprises... on va mettre notre punch et tout ce qu'on veut. Mais je pense que on va passer par une période qui sera une période très, très difficile de traumatisme. Très souvent, les sociétés règlent leurs problèmes traumatiques en ayant des boucs émissaires. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que seront les boucs émissaires, peut-être les hommes politiques, peut-être les patrons d'entreprise, enfin je ne sais pas, où les deux en même temps d'ailleurs, puisqu'ils se voient quand même de temps en temps. Donc voilà, donc il y aura des choses comme ça avant d'arriver. Le président de la République récemment a parlé de l'histoire de la Renaissance. Alors c'est pas nouveau parce que ça fait des années que pour cause de développement des nouveaux moyens de communication, des réseaux sociaux, etc., il y a une certaine forme d'analogie entre l'invention de l'imprimerie qui a développé les connaissances, qui a permis aux connaissances de se répandre, et on pourrait dire les réseaux sociaux, qui ne sont pas quand même que des choses négatives dans lesquelles on raconte des complots. Et qui donc ferait en sorte que l'humanité s'échange, s'élève, s'améliore, etc., et qu'il y ait un progrès définitif des arts, des cultures, des sciences, etc., etc. Donc pourquoi pas, et je serais assez tenté d'y croire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Renaissance a été aussi une période d'immense violence. Parce que la Renaissance, c'est éventuellement Michel-Ange, mais c'est aussi l'Inquisition en Espagne. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Donc je ne sais pas s'il y a pensé, mais on risque, je pense, moi personnellement, de passer par une période difficile. Et dans une période difficile, c'est sûr que nous avons tous, nous qui sommes à la tête d'entreprises et sans doute un peu privilégiés, une responsabilité particulière de garder notre sang-froid et notre capacité à agir pour faire en sorte que le monde dans lequel nous sommes ne se détériore pas davantage. Mais quand je vais mal si je vais mal et que je vais voir mon psy, j'attends pas de mon psy qui me dise la guerre. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je retrouve... beaucoup de gens ont vécu une vraie crise dans leur portefeuille, d'abord dans leur santé, dans leur environnement. Et donc, pour moi, la demande, c'est d'abord de la sécurité. Mais nos entreprises, justement, doivent y répondre. Et nous devons y répondre à la fois sur le plan des produits, sur le plan des services, mais aussi sur la confiance qu'on a nous-mêmes de notre capacité à reprendre le lead. Tu vois ? J'ai vécu une période quand il y a eu les hypermarchés. Premier Carrefour, 1965, par là. Et la réponse de l'État, c'est 1974, la loi Royer, qui devait limiter l'implantation des grandes surfaces. En 10 ans, la France est couverte d'hypermarchés. Donc vous imaginez les tensions dans le commerce, le mouvement Poujade, les Sidunati, etc. Aujourd'hui, le digital, c'est la même chose puissance 100. D'accord ? Mais
de la même manière que des acteurs économiques comme nous, on avait anticipé et on a pu passer dans la crise justement avec l'appareil digital, vous voyez quand même des restaurateurs aujourd'hui, des 3 étoiles ou des restaurateurs ouvriers, aller sur des plateformes. Vous voyez le ministre du Commerce, que personne ne connaît, mais qui, pour le coup, dit appliquez le click and collect et l'État va vous aider à faire du click and collect. Donc vous voyez que face à une situation où les gens pourraient être simplement déclassés ou dire à mon âge je ne vais pas m'y mettre, ben, il y a quand même ce ressort de l'adaptation et au fond, si vous regardez les Français sur le digital, je ne suis pas sûr qu'Amazon ait son chemin tout facile pour lui, quoi. Donc que ce soit l'État, que ce soit... En fait, les grands acteurs de la société sociale et économique ont aujourd'hui un rôle à tenir, un discours à tenir, qui n'est pas celui de satisfaire simplement l'anxiété ambiante, mais d'y pallier. Et ça, je crois que c'est un moment clé où justement, peut-être, ce seront les vieux, ils vont dégager parce qu'ils n'auront plus faim. Enfin, je parle des vieilles entreprises. Et ben, si tu n'as pas faim, mec, c'est à quelqu'un d'autre à Ipsos qui va essayer de... Voilà. Mais tu es d'accord, c'est des périodes... Oui, mais au-delà des projections chiffrées, la prospective doit surtout encourager la créativité. Voilà, c'était une des leçons du siège d'Ipsos. J'appelle à ça. et vous pouvez nous y aider, quoi. Très bien. Alors, il y a effectivement eu plein de chamboulements. Donc, on a pas mal parlé du digital, de cette accélération incroyable qui effectivement touchait en fait, toutes les entreprises qui ont été exposées à ça. C'était pour beaucoup une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Quelle autre grande tendance avez-vous vue pendant les 15 derniers mois et qu'est-ce qui va rester? Le digital, c'est 2 choses. C'est la relation entre les personnes, entre les citoyens, entre les groupes, qui fait que la communication dite horizontale entre toutes ces entités s'accélère. Et donc, il y a une information qu'on peut critiquer, mais qui est diffusée et que les personnes peuvent s'approprier. Et puis, il y a après une relation plus verticale, qui est celui du web commerce, sur lequel vous voyez bien que va se glisser non pas les anciennes maisons de vente par correspondance, non pas celles qui auraient pu être leaders là-dessus, mais des agriculteurs qui font du circuit court, des plateformes de restaurateurs, des métiers de la maison qui se mettent ensemble pour offrir une multitude de services. Il y a la crise, qui n'est pas que la crise du Covid, mais la crise accélère cette mutation de moyens et finalement permet à pas mal de nouveaux acteurs d'arriver. Donc c'est pour ça que je taquinais Mr. Truchot en personne. C'est-à-dire, c'est pas Truchot contre Leclerc, c'est simplement si les entreprises pilotées par notre génération restent sur leur rente, c'est sûr que ça va être plus lent la mutation que des petits jeunes qui n'ont rien à perdre. Quand je dis petits jeunes, ou des filiales d'autres sociétés qui n'ont rien à perdre. Et je pense que de toute façon, la réponse, elle va être dans la créativité, dans la réponse, comme disent les managers, agile. Et en fait, d'ici 2025, je pense que dans notre pays, on va voir justement cet essor d'une distribution, c'est mon secteur, beaucoup plus plurielle, plus vivace. Et ça peut tonifier, j'y crois, la relance française. Je ne croyais pas que je vienne de tenir... C'était un tournant de carrefour, le positiver. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut répondre sur le plan social, sur le plan sanitaire. Ça, c'est l'État qui peut nous mettre au diapason, ou en tout cas par des accords de branche, par des transferts sociaux, c'est à l'État d'y pallier ou de nous y obliger. Mais sur le plan de l'économie de marché, c'est aussi un canal qui s'ouvre. J'ai été stupéfait dernièrement, lors d'une rencontre avec les conseillers du commerce extérieur, de voir la directrice générale de Peugeot. Il y a 4 ans, 5 ans, des Renault, des Peugeot pestaient contre les réglementations écologiques, moins de consommation, ça allait trop vite, l'entreprise... Aujourd'hui, ils ont acté qu'on changeait de modèle et donc on part sur un nouveau modèle plus écologique, etc. L'opinion n'a pas encore conscience de la rapidité avec laquelle ça va arriver. C'est une nouvelle de batterie, le fait que tous les chauffeurs de taxi sont en train de passer à l'électrique et tout ça. Mais ça va aller très vite. Et donc celui qui ne rentre pas dans ce train-là, c'est sûr qu'il
ça va être un déclassement à l'envers. Ça va être la fin de la rente. Ça va accélérer la fin de la rente. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord, mais Michel, excuse-moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit parce que je pense que je me suis mal exprimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses et en faire de plus en plus, et j'espère que Ipsos en fait et en fera de plus en plus. Je dis simplement qu'il ne faut pas aller dans ce moment, dans cette bataille, en ignorant le fait qu'il y aura des moments difficiles. Ah non. Voilà, parce que si tu ne te prépares pas, Oui. si tu ne te prépares pas à la guerre, tu ne l'évites pas. Donc il faut, je pense que c'est important de ne pas négliger ça, parce que en réalité, quand par exemple tu dis c'est la fin de la rente, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des rentiers. Par exemple les concessionnaires automobiles. Tu n'as pas échappé que PSA, puisque tu en parlais, enfin Stellantis, ils ont décidé de supprimer tous les contrats de concession. Donc ils ont utilisé une clause des contrats de concession. Ça veut dire que tu as, je ne sais pas combien il y a de concessionnaires en France, mais des centaines de petites entreprises qui sont aujourd'hui, à cause de cette décision qui a été prise récemment, annoncée en tout cas la semaine dernière, qui sont aujourd'hui sans savoir ce qu'elles feront d'ici 2 ans. C'est sûr que quand on supprime le prospectus pour des raisons écologiques, eh bien, ça supprime des emplois et sur le papier et dans la distribution des prospectus. En même temps, ça en crée dans le digital. Et je ne sais pas si c'est équivalent, on peut baratiner, c'est sur la durée qu'on voit les choses. Mais dans la réalité, c'est que si vous ne préparez pas votre entreprise à cette mutation, vous n'êtes nulle part. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que, en tout cas, dans une période de transition, ça peut accroître encore les difficultés et les ressentis compliqués des gens. Oui. Il y aura peut-être une phase de destruction, en quelque sorte. L'exemple des concessionnaires est un bon exemple, notamment les véhicules électriques qui ont besoin de beaucoup moins de maintenance qu'auparavant, par exemple. C'est un bon exemple, d'ailleurs, d'un métier qui va devoir se réinventer. Mais regardez l'organisation du travail, quand même. La crise, il y a 1 an et demi, on discutait dans nos entreprises, je ne sais pas ce qu'il en était chez Ipsos, mais on discutait d'1 journée de télétravail par mois, de 2 journées de télétravail par mois. Là, vous étiez en avance forcément. Aujourd'hui, vous voyez l'accélération du dispositif avec toutes les conséquences sur le droit social, sur les libertés individuelles, sur l'équipement des personnes au foyer, sur la cybersécurité. Tous ces sujets, je suis d'accord, doivent être pris. Mais vous voyez l'accélérateur de la crise. Et là, il y aura des conflits, il y aura des conflits d'intérêts, il y a des mises à plat. Mais en même temps, on sait qu'il faut y aller. Tout à fait. Une autre grande tendance, Grégoire, je me tourne vers vous, le bien-être, l'importance à la santé, quitter le centre-ville pour travailler grâce au télétravail, par exemple, acheter un animal de compagnie, on n'a jamais acheté autant de chiens. Est-ce que ça peut aider dans cette période traumatique, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact ? Ça marchera mieux que d'invoquer la résilience, ça c'est clair. C'est que la résilience, c'est le mot valise, vous avez les ressources en interne, tout est individuel. Donc l'idée c'est quand même qu'on puisse d'une certaine manière changer le contexte, parce que ça on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous mettez... on a des études qui montrent que les enfants, par exemple, exposés à des milieux extrêmement aversifs au début de la vie, si ensuite vous changez le milieu, que ce soit d'un point de vue cognitif, émotionnel, nutritionnel, vous avez des effets positifs sur son bien-être, mais aussi sur ses apprentissages, sur son développement. Donc ça, c'est d'une certaine manière le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut changer de contexte pour aller mieux. C'est-à-dire que si on reste dans le même contexte, avec tout ce que disait Didier, c'est-à-dire qu'en plus, avec le risque il y ait des fractures qui soient de plus en plus fortes et qui, finalement, il n'y ait pas des transformations qui aillent très vite, on a besoin de changer de perspective avec ensuite, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que très probablement ce sur quoi ça joue, c'est un bien-être, un sentiment de bien-être. Ce n'est pas forcément le bien-être en tant que tel. On ne va pas forcément mieux. En tout cas, on a l'impression d'aller mieux. C'est peut-être une première façon de cranter, je dirais, un changement effectif. Mais c'est sûr qu'on voit bien que le travail a changé, la perception du travail aussi, du côté des employeurs et des employés. Être en télétravail, c'était inimaginable il y a quelque temps. Maintenant, c'est accepté, d'ailleurs, des deux côtés. Et je pense qu'effectivement, l'évolution naturelle du télétravail, c'est peut-être de trouver des conditions ensuite de vie qui soient en accord avec le télétravail. C'est-à-dire de s'éloigner des centres-villes qui, pour un certain nombre de personnes, peut être
non optimale comme mode de vie. Je dis ça parce que moi je suis un Parisien qui ne partirait jamais de Paris, donc j'ai du mal à imaginer la perspective d'aller vivre à la campagne, que je trouve extrêmement anxiogène, mais j'entends ça par là. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même un enjeu, je crois, de dire que j'entends tout ce qu'on dit sur le côté positif que peut entraîner cette crise, la nécessité d'accompagner le changement, le fait qu'on a tous un rôle à jouer dans cette crise pour qu'effectivement on évite de passer par le pire avant d'arriver au meilleur. Mais si on ne pense pas à l'éducation générale de la population sur ces questions-là, si on ne sort pas exactement ce que vous disiez sur la question de... Enfin, moi, je suis tombé de ma chaise le jour où j'ai vu un sondage qui demandait est-ce que vous êtes pour ou contre l'hydrochloroquine ? Mais là, on était arrivé au degré zéro de ce qu'on demandait à la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être pour ou contre l'hydrochloroquine. C'est déjà dévoyer le principe médical, de la santé, mais c'est aussi effectivement de devoir à un moment réinjecter quelque chose de fondamental pour les gens et qui participeront à leur bien-être, c'est de leur redonner la possibilité d'avoir du libre arbitre. Mais pour avoir du libre arbitre, il faut leur redonner la capacité de penser le monde dans sa complexité. On voit bien qu'effectivement, si j'élimine les prospectus, c'est peut-être vertueux pour l'écologie, mais je vais peut-être avoir un effet sur le secteur X, mais peut-être que dans le secteur Y, il y aura du boulot. Mais tant qu'on ne le dit pas ça aux gens, tant qu'on ne l'explique pas, tant qu'on n'explique pas et tant qu'on n'éduque pas à la pensée complexe, on ne peut pas avoir ce facteur de levier. Et donc il y a un postulat d'éducabilité de la population qu'il faut avoir. Et ça, c'est aussi le rôle du gouvernement. C'est-à-dire d'arrêter de parler aux gens comme s'ils ne pouvaient pas comprendre et comprendre que les gens peuvent comprendre des choses complexes. Pour travailler sur l'enfant, je peux vous assurer qu'ils comprennent des choses extrêmement complexes. Donc je suis absolument persuadé que les adultes en sont capables. Je crois que c'est aussi un vecteur de santé mentale et de bien-être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis responsabilisé face à mes choix, d'une certaine manière, il m'en incombe. C'est certain que l'infantilisation, elle aboutit à une révolte contre cette infantilisation. À un moment donné, je ne dis pas que les choses n'étaient pas difficiles. On a dit les masques, puis d'abord pas les masques, mais tout simplement parce qu'on n'en avait pas. Enfin, on peut aussi décrypter. Mais c'est vrai que trop d'infantilisation finit par décrédibiliser l'émetteur de messages. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Donc il va falloir trouver des slogans, des initiatives, des marqueurs de notre crédibilité. Je pense que ça, c'est important. Moi, je représente une entreprise qui maintenant a près de 70 ans, depuis que mes parents ont créé les centres Leclerc. Plein de marques ont disparu, qui étaient plus anciennes ou qui étaient bien établies. Donc je n'ai pas envie d'avoir le même sort. Donc la question qu'il faut se poser, c'est celle de notre utilité sociale, c'est de la manière dont on la dit ou de la met en scène. Et par rapport à votre étude, on voit bien qu'à la fois, on est dans l'alimentaire, il faut sécuriser, il faut répondre aux demandes locales, de durabilité, il faut répondre mettre des informations comme le Nutri-Score, donc ça aujourd'hui, hier c'était l'État qui nous l'imposait ou les ONG qui nous interpellaient. Aujourd'hui, nous avons intégré la nécessité de le faire complètement. Et je dirais que la crise sanitaire a fait de cette préoccupation c'est un minimum. Il faut étiqueter, informer, etc. Ça se discute plus. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on était avec Foodwatch, on était avec Greenpeace sur la question de le faire. Donc là, maintenant, on le fait. Sur le plan du digital, on voit bien aujourd'hui que quand on est dans le secteur des services, il faut à minimum être multicanal. C'est peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier. Les gens aussi ont besoin de lieux sociaux où ils se rencontrent, ils se voient. Donc le magasin n'est pas à mettre à la casse. Mais donc par rapport à vos scénarios, on voit bien que les entreprises, d'ici 2025, en plus, il faut qu'elles mettent plusieurs fers au feu, c'est clair. Et quand on est, et d'une manière générale, dans l'industrie de services d'ailleurs, les bilans carbone, je ne saurais pas dire ce que ça peut être pour les centres Leclerc, mais j'ai compris depuis longtemps qu'il ne faut pas attendre la législation. Et donc, on commence par cocher des cases, on va voir ce que ça signifie. Mais on sera interpellé sur notre contribution ou pas au mieux-être, et le mieux-être incluant le bien-être de notre entourage et le climat. Donc, je crois que cette crise, elle est quand même... elle est déstabilisatrice, elle augmente les traumas et le sentiment de déclassement. En même temps, elle dit le besoin, si ce n'est d'un leadership, elle dit le besoin de réponses
positive à quelque chose qui est vécu de négatif. Et ça va être très difficile à mettre en scène, parce que le positif, en plus, c'est pas quelque chose qui est crédible de première loi, quoi. C'est de la pub. Hein. J'insiste là-dessus. Tu as dit tout à l'heure la science. Tu as raison. Hein. Jamais la science n'a répondu aussi vite aux attentes. Mais est-ce que c'est perçu comme ça? Est-ce que c'est dit comme ça? Quand tu vois les médecins eux-mêmes se quereller sur... Oui, c'est là où je pense qu'il faut que les gens qui ont accès à la parole, il faut qu'ils réfléchissent sérieusement à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent, je pense. Il y a les entreprises, mais aussi ceux qui sont... oui, puis les médias, les experts, les trucs, les machins. experts. Donc, pourquoi? Non, mais je dis ça parce que cette histoire sur les médecins, c'est absolument clair. Enfin, c'est horrible de voir comment tous ces médecins, sous prétexte qu'ils sont médecins, se permettent de dire des trucs différents les uns des autres et dans des conditions telles dans lesquelles ça ne peut que produire plus d'anxiété, plus de confusion, plus... si je puis dire, de désordre social, parce que ça se termine toujours par une forme de désordre dans la tête des gens, mais aussi dans la société. Et je pense que c'est très... ça ne va pas du tout, en fait. Ça va absolument pas du tout. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre, parce qu'il y a eu un jour un de mes copains, qui s'appelait Lénine, qui avait inventé un truc qui était à bas la diplomatie secrète. Donc il avait dit, parce que il faut que tout soit sur la place publique, etc. On oublie des choses, mais ils étaient assez libertaires, les bolcheviks. Enfin, comme ça, au début. Et puis évidemment, assez rapidement, il a pris un train blindé pour rentrer chez lui. Et puis, la première chose qu'il a faite, ça a été évidemment de créer un système dans lequel... non seulement la diplomatie, mais tout le reste devenait secret. C'est l'extension du secret. Donc, mais c'est vrai, donc, je dis ça parce qu'il faut que la diplomatie reste à certains moments distraite. Il faut par exemple que, je sais pas, les diplomates discutent de choses et pas sur la place publique avant qu'ils soient mis d'accord sur ce qui devait être dit ou pas dit. Je pense, par exemple, sur la question des médecins qui parlent dans les médias, c'est pas normal qu'ils racontent n'importe quoi au nom du fait qu'ils sont médecins. Parce qu'ils sont aussi représentants d'une corporation, ils défendent leurs intérêts, parce qu'ils sont représentants d'un hôpital qui est en concurrence avec un autre. Puis ils se détestent les uns les autres, et donc voilà. Mais du coup, l'effet sur la société, il est dramatique. Ouais. Et donc il va falloir reconstruire le sens et la crédibilité de la parole publique, mais aussi de la parole privée. Et ça, c'est l'enjeu, je pense, de votre étude, parce que je ne crois pas qu'on va revenir... je pense qu'il va y avoir, vous l'avez dit, il y a de la casse, et donc, c'est pas il va y avoir de la casse, il y a de la casse. Oui. Et donc, même si elle ne s'exprime pas, la demande sociale, il faut savoir l'entendre. Aujourd'hui, elle exige des réponses. Elle exige des réponses concrètes. Ce que j'entends, c'est ce besoin d'anticipation dans l'alternative transformation. C'était l'idée d'une transformation prise en main par les États, mais aussi par les entreprises, en fait. Quand on parle de bien-être, ça concerne les produits, les services, et quand bien même ce sont probablement les États qui, pour éviter les discriminations de concurrence, doivent s'investir plus, malgré ce qu'on dit, dans les normes, dans l'étalonnage de ce qu'on doit produire ou consommer, il y aura une prime pour les entreprises qui, je pense, seront pionnières. Hein. Ça a toujours été, d'ailleurs. Je pense que ça a toujours été, mais là, la crise rend les choses plus nécessaires. Mais sur la question de la crédibilité du scientifique, si vous lisez ce qui est écrit dans le rapport sur le Rwanda, au milieu du rapport quasiment, il y a quelque chose sur la place du scientifique et dans la décision publique. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que ce qu'on a fait avec la science pendant cette crise, c'est de l'instrumentaliser. Et la science ne doit pas être instrumentalisée, elle ne peut pas être opinion, elle est fait. Elle oppose des faits aux faits et des méthodes à des méthodes. Et effectivement, c'est un vrai problème quand on a des médecins qui ne sont pas des chercheurs, pour la plupart. C'est-à-dire qu'il faut bien le comprendre, c'est qu'on a, on a des médecins qui viennent, qui sont des praticiens, qui ne sont pas des chercheurs, et qui viennent de leur titre de médecin, avec leur position et leur représentation sociale, dire
finalement la science sur cette science qui est en train de se faire. Et là, je pense qu'il y a une problématique d'identifier l'expertise. C'est pas très difficile d'identifier l'expertise. Vous allez sur PubMed, vous regardez sur quoi a travaillé ce médecin, est-ce qu'il a travaillé dans le domaine ou pas. Généralement, pour près 5 minutes, vous avez trouvé le chose. Et puis la deuxième chose, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, c'est la question de la transparence. Je crois qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Oui, au bout du système, tout doit être transparent, on doit pouvoir tout dire à tout le monde parce que les gens avant, on leur a construit finalement un esprit critique, une culture scientifique suffisante pour qu'ils puissent, d'une certaine manière, traiter cette information de façon pertinente. Mais je veux dire, typiquement, donner aux gens l'information sur les thromboses dans l'AstraZeneca sans expliquer et sans comprendre que les gens aujourd'hui ne comprennent pas les probabilités associées au risque, ne comprennent même pas ce que c'est que le rapport coût-bénéfice, parce que quand on voit ce qu'ils comparent comme probabilité, ce n'est pas les bonnes probabilités qu'ils comparent, on met effectivement l'ensemble, je dirais, de la politique vaccinale en France, on l'a fait tomber. Et là, on voit bien qu'effectivement, la transparence va à l'encontre, je dirais, du bien public. Et là, il y a une vraie question à se poser de façon globale. Si on veut aller vers plus de transparence, avant, il faut éduquer les gens. Il n'y a pas d'autre solution. Et effectivement, je crois qu'à un moment, on a oublié cette étape-là. Et donc, la question de la crédibilité, elle passe par éduquer, d'abord, à l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas je suis pas d'accord en fonction et je peux opposer toute opinion à toute opinion. Non, toutes les opinions ne se valent pas. Et effectivement, je pense que là, il y a un vrai enjeu d'arriver à expliquer ça. Oui, tout à fait. Je vais prendre quelques questions. On commence à en avoir quelques-unes là qui arrivent. Didier, une question sur l'exemple italien. Est-ce que c'est l'État qui prend en main ou est-ce que c'est le retour d'une forme de contrainte? Est-ce que les sociétés européennes seront prêtes à accepter ça pendant une longue période? La question c'est est-ce que l'exemple italien, c'est le retour de l'État par la répression et par la contrainte? Avant que l'État italien soit totalement répressif, il va se passer un certain temps. Justement, c'est un exemple intéressant. D'ailleurs, un de mes amis, que Michel Edouard connaît peut-être, parce qu'il a passé quelques années à Paris, il s'appelle Enrico Letta, qui est un ancien Premier ministre italien, qui est membre du conseil de surveillance de Publicis et qui vient d'être retourné chez lui en Italie. Il a proposé qu'on mette en Italie des droits de succession et que l'argent tiré des droits, parce qu'il n'y a pas de droit de succession en Italie, comme chacun sait, que l'argent tiré des droits de succession, ce qui permet d'ailleurs aux entreprises familiales d'exister, que cet argent-là serve à promouvoir un certain nombre de programmes éducatifs pour les jeunes défavorisés, etc. Et je crois qu'au bout de 24 heures, tout le monde, y compris Mario Draghi, a dit que c'était une très mauvaise idée d'augmenter les impôts en Italie sur les droits de succession. Donc, il n'y aura pas. Non, je ne pense pas ça. Je pense simplement que l'État a un rôle important à jouer et que c'est un rôle de régulation, de protection, de faire en sorte que la société fonctionne. Et d'ailleurs, je pense que les individus, les entreprises seront d'autant plus libres que les règles sont connues, qu'elles sont équitables et qu'elles sont correctement respectées. Voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ça que... sur la crise sanitaire, en réalité, je pense qu'il y a deux positions. Il y a la position qui consiste à se dire que les choses ont quand même plutôt bien fonctionné, et puis il y a la position qui consiste à dire qu'on a donné parfois un peu le mauvais exemple. C'est-à-dire, par exemple, en France, à un certain moment, le couvre-feu était à 7h, 19h, mais à 19h, le périphérique était totalement bloqué. Donc, autrement dit, le couvre-feu n'était pas à 19h, il était à 20h. Donc, ou à 20h30, enfin, etc., etc. Donc, il y a eu... Alors, ça, est-ce que c'est normal? Je pense que non. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que l'État en fasse moins, mais que quand il fait quelque chose, il le fasse complètement. Voilà. C'est ça que je pense. Alors, une question qu'on a beaucoup. Qui seront les grands gagnants de la crise, Michel Edouard? Je ne sais pas pourquoi ça s'adresse à moi. On va la poser à tout le monde. Non, j'aimerais bien être du clan de ceux qui seront moteurs. D'abord parce qu'il y a une compétition internationale. Et donc, il ne suffit pas que la France ait réussi à obtenir de l'Europe des moyens de relance et qu'en France, on débloque des moyens. Il faut s'en saisir et il faut utiliser ces moyens et il faut aller vite, à la fois dans la transition énergétique, à la fois dans la mutation digitale, dans l'accompagnement
de tous les acteurs, mais aussi dans un plan santé qui tienne la route, et pas à 2025, mais à 2035, je ne sais pas, il faut investir. Donc les gagnants seront d'abord les États, les pays qui auront investi en se projetant sur les 15 ans qui viennent, le temps d'amortir une dette. Donc ça, j'aimerais bien que notre pays en soit, et j'aimerais bien en être acteur de ça. En plus, je pense que c'est une condition de stabilité politique et de bien-être social. C'est-à-dire, si les gagnants, ceux qui ont la capacité de tirer la locomotive ou le TGV, ne le font pas, et qu'ils se perdent en conjecture, en discussion, alors c'est sûr que c'est le pays lui-même, c'est ses fondements démocratiques qui seront fragilisés. Et comme je vous le disais, je pense que c'est dans les crises qu'on mesure la réactivité des entreprises, la valeur d'une marque, le sens d'une marque. Alors c'est vrai dans des personnes, c'est vrai d'une manière générale, je ne veux pas tirer à l'entreprise, mais les bonnes facs aussi, c'est celles qui produiront les bonnes réponses. Et je pense que si les entreprises même si elles ont investi beaucoup, elles sont endettées dans le temps d'avant, il faut tout de suite qu'elles se reprojettent dans le temps d'après, parce qu'on aura beau avoir invoqué le souverainisme, la relocalisation, etc. On est dans un système d'échange et donc on est en compétition. Je pense qu'il faut prendre la compétition pour ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire nous offrir aussi des opportunités de faire savoir nos systèmes de santé, la qualité de... Après tout, les Américains, aujourd'hui, ils découvrent qu'il va falloir payer des impôts pour... là où nous, on a des transferts sociaux, nous, on pourrait dire quand même en France qu'on avait vu avant, quoi. C'est ça que je trouve compliqué aujourd'hui. C'est cette espèce de râle permanent que nous avons, alors qu'en fait... On a des raisons de critiquer, il y a des inégalités, il y a des drames, etc. Mais c'est quand même incroyable de voir que quand c'est Joe Biden qui dit, ça le fait plus que quand c'est ici un homme politique qui le dit. C'est incroyable ce besoin de détour. C'est vrai pour la reconnaissance des entreprises. Je crois mais vous avez raison, c'est un problème pédagogique, c'est un problème d'éducation. En fait, on ne peut croire en son destin que si on croit en soi et si on croit en ceux des gens qui nous entourent. Il n'y a pas de destin collectif sans ça. Mais pour ça, il faut... Bon, moi, j'étais chez les bons pères. Tu vois, il en reste quelque chose. Mais oui, c'est un peu de la méthode Coué, mais je crois à la nécessité d'une pensée positive. Je suis... C'est pas tout à fait évident. Enfin, tout à fait évident, excuse-moi, c'est pas... Oui, alors, en France, c'est pas tout à fait évident. Ouais, j'ai piqué c'est un combat. Henri, voilà, on sera témoin, j'ai piqué une grande colère tout à l'heure, justement, sur un sujet comme ça, toi, où tu as un événement qui est très, très bien, mais la personne qui gère cet événement, qui pourrait donc le revendiquer, ne parle que des à-côtés négatifs de l'événement. Enfin, voilà. Donc c'est sûr que c'est un défaut national qu'il faudrait qu'on arrive à éradiquer. Et c'est pas évident. Je veux dire, la France, on a tous les mois, on pose dans 25-30 pays maintenant des questions du genre est-ce que votre pays va bien ou pas, est-ce que vous allez bien ou pas. La France est, je crois, le pays dans lequel il y a le plus grand écart entre non, mon pays va très mal, mais moi je vais très bien. Alors qu'il y a il y a des pays où c'est beaucoup plus aligné, quoi. Mais là, non, les Français, on a un problème par rapport à notre propre pays, à notre propre société. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à le régler. Et je suis content de ta position et du fait que tu dises qu'il faut avoir un esprit positif. Évidemment qu'il faut avoir un esprit extrêmement positif. Il faut aussi essayer de comprendre comment cet esprit positif va se traduire, s'incarner dans la période qui vient. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau des États ou de notre pays, mais il y a des choses qui vont se passer aussi au niveau international. Et tout à l'heure, en parlant des perdants, j'ai oublié de citer les organisations internationales, l'OMS, COVAX, etc. Il y a tous ces gens avec lesquels d'ailleurs on travaille, mais qui sont d'une incroyable
comment dirais-je, Parce sont très paralysés. Enfin. Dis-moi un truc, cette étude que vous venez de faire avec le public qui nous écoute, Oui. Votre idée, c'est quand même d'incarner ça auprès de conseiller les entreprises. Alors, oui, bien sûr. D'abord, c'est surtout d'approfondir avec nous pour eux, tu vois, parce que ça, c'est un peu général, mais c'est moyennant. Non, c'est pendant la période pendant la pandémie, Ipsos, comme d'ailleurs beaucoup d'autres sociétés, on a fait un énorme effort de rapprochement avec nos clients. Et d'ailleurs, nos clients ont été beaucoup plus disponibles pour discuter avec nous, pour travailler avec nous pendant cette période. Y compris d'ailleurs parce que les gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, ils étaient beaucoup plus... Ils étaient chez eux, donc ils n'étaient pas dans les aéroports, etc. etc. Donc on a créé, je pense, une relation excellente avec beaucoup de nos clients. Et donc l'une des choses qu'on voulait faire, y compris pour les remercier de tout ça, ça a été de se dire on va contribuer à la réflexion générale. Et donc ça, c'est un des éléments que l'on a mis en place à notre, pour nous. Et puis c'est bien qu'on ait pu faire travailler des gens un peu de tous les pays. Il y a des équipes chinoises, des équipes américaines, des équipes anglaises, françaises qui ont travaillé là-dessus. Et donc c'est important aussi de retrouver dans ce monde dans lequel ma crainte la pire, c'est la crainte évidemment du localisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on a gagné à collaborer avec des gens dans le monde entier, on le perd en partie parce qu'il y a des phénomènes de rétraction qui risquent de se produire. Et de repli sur soi, oui, tout à fait. Oui, chacun va dire. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même, les chiffres sont terribles. La moitié des citoyens de l'Union européenne ont eu au moins une dose de vaccin, 2% des Africains. Ce qui laisse d'ailleurs au virus toute la possibilité de revenir sous une forme un peu différente. Mais tout le monde le sait et honnêtement, personne ne fait rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Alors, pour terminer, il nous reste quelques minutes. Je vous invite à un petit exercice de prédiction. Alors, Michel Edouard, j'ai lu un article de vous fin avril dans l'Opinion qui s'intitulait « Amazon plie les Gaules ». Un petit extrait de ça. Les plans de relance massifs, les méga centrales d'achat ont permis de battre Amazon sur le plan de la logistique et des coûts. L'introduction de la livraison des drones, des camionnettes électriques aussi a laissé la porte ouverte. Avez-vous d'autres prédictions à faire aujourd'hui pour 2025 ? Non, mais ça, c'est un joke. Je sais, le journal L'Opinion demandait de se situer en 2025 avec un peu d'humour pour dire que ça pouvait le faire. J'ai imaginé qu'Alexandre Bompard, après avoir réussi à redresser Carrefour, devenait PDG d'Amazon avec pour mission de replier les Gaules, et parce que les distributeurs français avaient relevé le défi d'Amazon. En fait, ça dit que effectivement des nouveaux outils arrivent et qu'il faut s'approprier, qu'ils n'ont pas de nationalité, c'est à nous d'en faire des outils au service de nos causes. Alors ceci dit, les outils ne se substituent pas aux causes. Moi, je suis persuadé que, puisque tu classifiais les gagnants et les perdants, je pense que hier, les gagnants auraient été les gagnants. Et aujourd'hui, les gagnants seront ceux qui feront en sorte qu'il y ait le moins de perdants. Et ça se saura. Ce sont ceux qui se battront non pas simplement pour eux, mais pour la société. Je crois qu'il y a cet objectif-là. Je crois en marque engagée. Et après, on peut se tromper dans l'engagement, on peut se disperser, etc. Mais je pense que nous devons... nos boîtes, elles ne seront fortes au sortir de cette crise que si on est non seulement en phase, mais même dans une offre sociale qui dépasse notre propre... Je ne vais pas rouvrir le chapitre des entreprises à mission, mais je pense qu'il y a une vraie prime à être en phase avec la société, avec les besoins sociaux. Il y a une opportunité, en tout cas. Il y a une demande, il y a une opportunité. Oui, je pense que c'est une condition de gagner. Je pense que la société est tellement déstabilisée qu'elle ne peut accepter la réussite, elle ne peut accepter le gain
que si ce gain, je ne crois pas au ruissellement, etc., mais que ce gain bénéficie à l'ensemble de la société. Une marque forte demain sera une marque qui aura des choses à dire à la société. Grégoire Borst, vos prédictions pour 2025 ? Je vais essayer de ne pas être trop français et pas être trop négatif. Non, je pense que ça va vraiment dépendre de la façon, et je rejoins ce que vous disiez, ça dépend de qu'est-ce qu'on imagine et qu'est-ce qu'on fait pendant 4 ans. C'est-à-dire que si on laisse les choses retourner vers ce qu'elles étaient, ce qui est un peu votre scénario, je n'ai pas l'impression qu'il y aura des changements et des transformations majeures, et qu'au contraire, on va vers ce qu'on observe quand même depuis maintenant une dizaine d'années, voire même avant, c'est-à-dire une explosion des inégalités. Avec ce qu'on entendait aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même un continent proche, avec une démographie incroyable, avec des potentialités incroyables et dont personne ne s'occupe, c'est-à-dire l'Afrique. Et là, il y a un enjeu sur comment on fait, par exemple, aujourd'hui, pour que ce qui bénéficie aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place dans l'éducation, c'est-à-dire l'éducation par la preuve, qu'est-ce qui fonctionne pas, une éducation basée sur le développement des compétences socio-émotionnelles qui n'est pas simplement sur les savoirs, comment tout ça, ça va se transférer à ce continent-là. Parce que si on maintient 2% de vaccinés en Afrique avec finalement les gagnants qui restent, alors je suis d'accord, peut-être que ça sera les gagnants parce qu'ils auront une mission sociale, mais enfin ça restera quand même les gagnants, et qu'on ne s'occupe pas d'eux, je pense qu'on va rater ce que devrait être la mission de l'Europe vis-à-vis de ce continent-là. Donc je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important de ce point de vue-là. Il y a un autre enjeu à se poser, alors j'y reviens parce que c'est ma marotte, mais c'est de dire que oui, bien sûr, il y a la question de quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants, et ça revient à la question de est-ce qu'ils vivront dans un meilleur monde que le nôtre, mais en fait, il faut peut-être changer le paradigme et se poser la question de quels sont les adultes que nous laisserons au monde de demain. Et je pense que c'est une question beaucoup plus importante. Parce que ce n'est pas nous qui allons trouver la solution au grand problème, hein, c'est les générations qui viennent. Et donc la vraie question, c'est comment on arme ces générations qui viennent à penser, alors par eux-mêmes, c'était effectivement entendu déjà, mais je pense surtout contre eux-mêmes. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire penser contre ces biais, penser contre notre individualisme, penser contre nos biais égocentrés, penser contre justement exactement ce qu'on disait. Biden fait la même chose que ce qu'on fait ici, on trouve ça fabuleux quand c'est aux États-Unis, on ne se rend pas compte qu'on a un système social qui le faisait déjà. Alors, pour la petite anecdote, quand j'étais à Harvard, on me demandait comment il faudrait finalement fonctionner en termes de financement pour que la recherche soit encore meilleure à Harvard. Et il décrivait le système de financement français. Alors, je trouvais ça très drôle, étant français expatrié à Harvard, qu'on m'explique comment fonctionnait. Bon, ils avaient juste la différence, c'était le nombre de millions qu'ils étaient prêts à mettre sur la table. Mais je disais simplement que c'est drôle, c'est-à-dire qu'on a toujours ce biais et on voit le monde par nos propres yeux, et que tout l'enjeu aussi, c'est d'apprendre à le voir par les yeux et par le prisme des autres, et que c'est dans l'interstice de l'ensemble des perspectives que généralement on arrive à une certaine objectivité, et si on arrive à ça, oui, à ce moment-là, ça deviendra transformant. Didier, vos prédictions pour 2025 ? Alors, je pense que comme on va être dans un monde encore plus inégalitaire, on peut espérer que les inégalités ne soient plus simplement économiques, mais qu'elles permettent à des gens qui ont envie de faire des choses, enfin, c'est un peu ce que tu décrivais, d'arriver à les faire. Autrement dit, parmi tous ceux qui vont réussir, il faudrait faire en sorte que réussissent les gens qui ont des préoccupations, qui ne sont pas simplement leurs préoccupations, ils sont les préoccupations de la société qui les accueille. La société avec le grand S, pas Ipsos. Enfin, il faut que tu s'occupes d'Ipsos aussi, mais voilà. Et donc c'est un peu... ça revient à des histoires qui sont très archaïques. C'est-à-dire, qui sont nos héros ? Est-ce que nos héros, c'est... il s'appelle comment ? Bezos, là. Il va dans l'espace, là. J'ai vu qu'il allait au mois de juillet, il allait se balader dans l'espace. Bon, est-ce que c'est lui ? Il y a peut-être des raisons, mais est-ce qu'on peut avoir aussi d'autres héros, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités, qui font des choses et qui ont une vision plus sociale, en quelque sorte, ou plus sociétale de leur mission. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut éviter éventuellement le pire des crises qui nous attendent. Si on n'y arrive pas, et si on maintient un modèle qui est un modèle dans lequel le héros, c'est celui qui a réussi à gagner le plus d'argent en payant le moins d'impôts, à ce moment-là, on va devant de grandes difficultés. Voilà. Très bien. On dit la même chose.
Oui, Hein, tout à fait. c'est bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre table ronde. Donc, on le voit, plein d'opportunités pour les États, les individus et aussi les marques et les entreprises. Donc, merci à vous tous et à toutes de nous avoir suivis pendant 1h30. Et merci donc Édouard Borst, Didier Truchot, Michel Leclerc de nous avoir accompagnés pendant cette discussion. Merci